Salut Ségolène, Salut, ça va? ça va et toi? Ouais, super. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Ségolène Kahn, je suis peintre, je travaille à Paris, je peins des grands paysages euh, ce qui m'amène à voyager beaucoup dans des pays assez rigolos. Et j'aime bien peindre des paysages un peu dramatiques, donc je vais aller les chercher dans des endroits très spéciaux, par exemple la forêt de Tchernobyl, la frontière entre la Lituanie et Kaliningrad, ou encore, dernièrement, je suis allée voir un lac radioactif au Kazakhstan. Voilà. Puis après, j'ai transformé en peinture. C'est ça qui t'amène à créer aujourd'hui, c'est ce besoin d'aller dans ces lieux ou c'est autre chose au départ? C'est un long process, mais disons que non, quand t'es peintre, t'as juste une urgence à peindre. Quoi qu'il arrive tous les jours, c'est une nécessité. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres raisons que ça. Pour qui que ce soit, qui soit vraiment peintre, et on fait que ça. Ensuite, avec le temps, j'ai essayé plein de genres, évidemment. Et puis, plus le temps passe, plus on commence à visualiser qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui nous parle. Et généralement, il y a 4 grandes familles, quoi. Il y a les peintres qui font des portraits, ceux qui font des paysages comme moi, l'abstraction et l'objet. Voilà. Et d'ailleurs, les peintres qui font des portraits me font rire parce qu'à chaque fois, ils me disent oh, tu vas voir, c'est génial quand tu peins tes amis, des gens, t'es plus jamais seul. Et moi, je les regarde et je me dis mais c'est pas du tout ce que je veux. Moi, c'est l'inverse. Je veux être seule et me sentir libre. Donc voilà. Est-ce que tu peux décrire le moment où une œuvre naît? Alors, oui. Et c'est assez marrant, mais vu que dans mon process, il y a l'idée de voyager, d'arpenter un paysage. En plus, j'ai pas le permis, donc ce qui est vraiment pas pratique. J'ai toujours un conducteur ou une conductrice qui m'emmène et on roule, on roule. Et puis, bon, je sais à peu près où je veux aller, mais je sais pas comment, ce qui va se passer. Et des fois, je vais quelque part et non. Et puis, des fois, on roule et tout d'un coup, je vois quelque chose, je lui dis arrête-toi, et puis je m'en vais. Et puis la personne, elle doit m'attendre. Et puis là, je filme, je me promène, je filme, je cherche. Et c'est un moment qui est très important parce que ça peut donner naissance justement à 1 an de tableau. Donc, et des fois, c'est pas forcément ce que j'ai filmé en premier, et des fois, c'est d'autres images qui me paraissaient peut-être moins importantes. Mais je sais que là, tout est aligné, que ça crée une émotion en moi et que à peindre la narration, le langage qui va se développer autour de ça, ça va m'apprendre des choses et ça va me faire beaucoup de tableaux. Voilà. Donc, par exemple, au Kazakhstan, je suis allée dans une région qui s'appelle Mangistau, qui est près de la mer Caspienne. Et donc, c'était il y a 30 millions d'années, c'était un immense océan qui s'appelait Tétis et qui s'est asséché. Et donc, c'est une terre complètement aride. Et c'est de la piste, il y a même pas de route. Il y a des arbustes, il y a des espèces de canyons super beaux. Et j'ai dit à mon guide, arrête-toi tout de suite. Et donc, putain, c'est qui cette meuf? Elle est trop bizarre. C'est pas une touriste normale. Et là, je suis partie explorer. Et bah, ça donne naissance là, à toutes les séries que je te montrerai, qui est assez cool. Est-ce que tu saurais, entre guillemets, décrire la manière dont tu peins, ce que tu cherches à travers ton geste? C'est marrant parce que, bon, il y a l'idée du sujet d'abord. Est-ce qu'il y a un bon sujet? Est-ce qu'il y a de mauvais sujets? Je pense qu'au final, qu'importe le sujet, ce qui compte, c'est la peinture. Ensuite, moi, j'aime bien avoir cette petite motivation et ce petit défi d'aller dans des lieux dangereux et de créer du drame parce que... Mais je pense que même si je peignais un bouquet de fleurs, il serait dramatique. Donc voilà. Mais ensuite, évidemment que par exemple, le Kazakhstan, c'est des terrains plats immenses avec un horizon que tu n'as jamais vu aussi loin. Et donc ça convient à ma peinture. Mais au-delà du sujet, c'est le geste. Et ce qui compte, c'est le dérapage. C'est-à-dire, c'est le moment où tu perds le contrôle et tu t'oublies complètement.
Je sais pas, je pense que pour chaque peintre, on est dans la recherche perpétuelle du moment de grâce. Et en ce moment, je vis une période très heureuse où peut-être aussi parce que je fais des formats de plus en plus grands et ça libère le geste. Et à un moment, je m'en fous, quoi. En fait, j'y vais et je me pose plus de questions et je réfléchis plus du tout. Et en fait, c'est un moment où on est vraiment dans le présent et on est alerte à tout ce qui peut arriver. Et en même temps, on réfléchit pas. Parce que dès qu'on réfléchit, ça bloque le geste et on met de la peur. Et ce qui compte, c'est enfin, ça peut paraître un peu romantique ce que je dis, mais je pense qu'il y a vraiment... peindre, c'est beaucoup en rapport avec éliminer ses peurs. Et c'est comme si t'entres dans l'atelier, t'es tout nu. Et en fait, tu mets de côté ce que t'aimes pas. Il faut juste être alerte sur ce qui peut arriver. Des fois, ça peut être quelque chose que t'aimes pas forcément, mais en fait, là, ça a du sens et c'est bien. C'est ce qu'on appelle aussi l'accident. Et donc voilà, c'est le dérapage. Et c'est-à-dire, à un moment, on perd le contrôle, tout en étant complètement confiant là-dedans et ouvert à ce qui peut arriver. Et puis après, dans le geste, ça se déploie comme ça, avec des vitesses. Et je sais qu'en ce moment, quand je peins, j'ai une urgence et j'entends une voix dans ma tête, enfin, je ne suis pas schizo, mais j'entends une espèce de truc d'injonction quoi, qui me dit « Vas-y, tape dedans, quoi. Plus vite, plus fort, plus vite. Allez, plus vite. » Voilà. Donc, je pense que c'est le travail d'une vie aussi, de se sentir... Il y a des gens qui c'est inné, chez moi, c'est pas inné, ça demande du travail permanent, tous les jours. Voilà. Tu donnes beaucoup dans ta peinture, on va dire sur presque toute ta peinture, et presque comme si tu attendais ce moment où tu lâches. C'est ça. En fait, disons que avec l'âge quand même, on a un peu une roadmap de ce que va être le tableau. Et moi, j'aime bien la fulgurance du début à la fin. J'aime pas qu'il y ait d'erreur. Parce que quand il y a une erreur et que il y a des peintres qui adorent le repentir, par exemple. Donc c'est justement, t'as merdé et on efface, on recommence ou on masque. C'est ce qu'on appelle le repentir. Par exemple, dans Courbet, il y en a beaucoup, c'est très beau. Un jour, je t'emmènerai au musée d'Orsay. Il y a un immense tableau avec des repentirs où tu vois le fantôme d'une biche et à côté, la biche à 2 cm à côté. Donc le mec, il s'est dit « Waouh, elle est trop 2 cm à gauche, quoi. » Mais un tableau qui est immense, tu vois, donc j'adore. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime un tableau qui est smooth du début à la fin. Et sinon, il devient le mauvais objet. Et j'aime pas mettre de doute. Mais dans cette roadmap où je sais à peu près ce que je vais faire, comment je vais y arriver, je sais qu'il va y avoir des plages d'improvisation ou même, par exemple, je sais pas, des buissons ou des choses qui nécessitent beaucoup de gestuels et de justement pas être dans la narration et de pas être dans la description de l'objet. C'est-à-dire, je vais pas aller peindre chaque feuille de l'arbuste, etc. Est-ce que tu dirais que du coup tu joues un petit peu avec, alors je vais pas dire les limites de l'impressionnisme versus tu vois, le paysage et, donc, et le réalisme. Est-ce que tu considères que quelque part du coup tu cherches un petit peu cette frontière entre les deux? Exactement, il faut manœuvrer et j'ai souvent la sensation que quand on décrit trop une peinture, quand on la fait, qu'elle devient trop descriptive, il y a quasiment quelque chose de l'ordre de la stupidité qui peut émerger. Par exemple, je sais pas, un projet où j'ai envie de dire, je sais pas, je suis pas contente, où il y a une scène, boum, les gens ils se battent, ah c'est horrible. Et c'est trop littéral et je trouve ça quasiment stupide en fait, comme une espèce de film américain un peu naïf, quoi, un navet, ouais. un peu énervant. Ouais. Et c'est pareil aussi dans la description de ce qu'on peint. Et si c'est trop décrit, on perd la peinture au profit de la technique ou quoi ou qu'est-ce. Et donc j'aime bien que chaque élément, c'est juste moi, comment j'ai trouvé, comment le faire. Et généralement, il faut qu'il y ait une dimension abstraite puissante. Et des fois, il n'y a pas besoin de s'embêter à décrire chaque poil pour que ça marche, en fait. Et ce qui compte, c'est qu'à un moment, ça marche. Et il faut être convaincant là-dedans.
Ça tombe bien parce que la question suivante, c'est quand est-ce que tu décides que l'œuvre est terminée? Exactement, exactement. Alors ça, c'est toujours quelque chose que j'adore dire, même aux élèves que je guide, etc. C'est qu'il faut savoir s'arrêter au bon moment, avant d'insister. Si le tableau est là, et des fois, quelques traits peuvent suffire, ce qui est un peu frustrant, mais des fois, il faut savoir s'arrêter au bon moment. Et une fois que c'est convaincant, il ne faut pas insister, parce que c'est là qu'on tombe dans le maniérisme, et justement dans ce côté, pour moi, voilà, un peu précieux ridicule. Et je pense que la peinture, elle doit rester pure dans son message et dans son émotion. Et souvent, quand on insiste, on perd l'émotion et on perd la fraîcheur. Et moi, j'aime bien qu'il y ait voilà, cette fulgurance et cette spontanéité qui montre vraiment l'état d'esprit, le combat qui s'est joué à ce moment-là. Voilà. Est-ce que c'est pas la peinture qui décide à la fin finalement? C'est toujours elle qui décide de toute façon. Et c'est pour ça que, pour revenir à ta question précédente, mais ce qui est important, et nous, ce qu'on adore, c'est ce qu'on appelle l'accident. C'est-à-dire, tu as fait un truc qui n'était pas prévu, et bam! Et en fait, c'est trop bien. Et tu es là. Donc, il y a toujours un écart entre ce que tu visualises. Tu as toujours une vision de base. Et en fait, la peinture, elle va te proposer quelque chose il va y avoir un écart entre les deux, mais ça sera toujours mieux que l'idée que tu as eue dans la tête. Et c'est à ce niveau-là que se joue la création. C'est ce gap entre l'idée et le résultat. Et c'est là que la pensée ne crée pas. C'est le prolongement à travers la main qui va apporter la création et l'imprévu. Parce que tu as un obstacle et comment tu vas... transcender. Voilà, exactement. Pour moi, il y a une évidence du rapport avec la matière. Est-ce que tu peux nous dire avec quelle matière tu travailles, pourquoi tu utilises cette matière, et du coup, quelle est ta relation finalement à la matière? Ouais. Alors, c'est vraiment une question de geek, hein. Mais, mais moi, j'adore. Hein. Oui. On y va, quoi. Moi, j'ai toujours peint à l'huile. C'est un matériau très noble. On dit que ça met un siècle en tout à sécher une peinture à l'huile, à vraiment être sèche. Mais aujourd'hui, c'est une matière vivante, tu peux la creuser, travailler dans le frais, il y a énormément de potentiel pour tout ce que tu as envie de faire, le chiaroscuro, le sfumato, etc. Enfin, tout est possible avec l'huile. Mais aujourd'hui, comme beaucoup de peintres, moi, ça bousille ma santé. Parce que on utilise beaucoup de matériaux, de produits très chimiques, et je ne peux plus respirer ça, je suis obligée de peindre avec un masque, c'est extrêmement contraignant. Il y a quelques années, j'étais en Lituanie avec une amie peintre, et elle me disait « Sego, essaie l'aquarelle ». Je me ça va pas à la tête, arrête. Et puis elle me dit si. Alors en plus c'est beau, on était dans une dacha, c'est une maison en bois au bord d'un lac et tout. Et elle me dit essaye, tu vas voir. Et je commence, je fais oh, mais qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu. Alors ça sèche vite. Oui. Deux, en fait, en fait, aujourd'hui, on a des qualités de pigments qui font que l'aquarelle, tu peux avoir une densité aussi belle et aussi profonde que l'huile. Et tu peux peindre partout, tout le temps. Et donc ça, c'est quand même génial parce que pour nous, les peintres, voyager, partir, c'est autant de jours qu'on sacrifie où on ne peint pas et où, en fait, ça va être autant de jours à rattraper le coup parce que la main, elle va se griller, la concentration, elle va s'étioler. L'intérêt, c'est aussi de pouvoir peindre en permanence partout où on va. Toi qui as un enfant, tu sais que les vacances, c'est pas forcément reposant et c'est pas forcément agréable quand on est peintre et qu'on puisse pas peindre. Ouais. Et donc ça, c'est un des avantages. L'autre, c'est que j'ai développé des techniques, grâce notamment à la gomme arabique, qui me permettent de créer des glacis à l'aquarelle et donc d'agir couche après couche, comme à l'huile, et même ensuite de réussir à creuser avec l'eau, etc., pour avoir à peu près exactement le même rendu sur papier que ce que j'ai à l'huile. Donc c'est plus long à l'exécution, mais tu n'as pas toutes les contraintes que tu as nommées juste avant. C'est beaucoup plus rapide, justement. Parce même oui. Dans l'exécution? Ah, mais évidemment, parce que l'huile, dès que tu mets une couche, tu dois attendre 3 jours que ça sèche, et puis après, boum. Donc c'est quasiment un jeu d'échecs, où il faut vraiment énormément anticiper.
Et ça peut beaucoup abîmer la spontanéité, justement. Au final, tu as plus d'étapes, mais c'est plus rapide, beaucoup plus rapide. Exactement. Et en fait, c'est même, toutes mes esquisses, je vais d'abord les faire à l'aquarelle. Ça va me permettre de prendre des décisions tout de suite. Je vais d'abord dessiner ce que je déteste faire, mais parce que le dessin, c'est la géométrie, c'est Dieu. Donc, on est obligé de comment dire, décider de la spatialité. Le dessin, c'est le destin. C'est ça. C'est la géométrie, c'est sacré. Et après, tout ce qui va être la couleur, la palette, la composition, tout, ça va être à l'aquarelle, même si après, je dois passer à l'huile. Mais maintenant, j'ai décidé que je ferais aussi des grandes peintures à l'aquarelle, donc je vais te montrer. Et en fait, c'est encore plus impressionnant parce que déjà, ça me prend 5 jours à faire. Et 2, c'est pas un matériau qui est fait pour être en grand. Et donc, ça me plaît énormément. Ça me plaît parce qu'il y a une contradiction. Et ça crée quelque chose d'impressionnant et très spontané aussi. Et d'inattendu. Voilà, et il y a une légèreté parce que on travaille, la base c'est le blanc, c'est le papier, en dessous ça crée énormément de lumière, de couleurs très pures, et puis de contraste. très lumineuses, de contraste, etc. Ça me plaît beaucoup. Et donc je continue l'huile, mais en ce moment c'est... Et alors, tu vois, j'ai plein de pigments aussi, que normalement je broie pour créer ma propre peinture à l'huile. Et maintenant, j'utilise aussi avec l'aquarelle, c'est-à-dire je vais aller verser des pigments dans mes assiettes d'aquarelle, tac, 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 boum, et puis ils vont s'effondrer, machin, et ça va créer plein de choses magiques et c'est très sympa. La recherche du chaos, si je devais résumer. C'est toujours le chaos, ouais, tout à fait. Ah ouais. C'est ça qui me plaît, ouais. Ouais, parce que finalement, toi, c'est subversif. Finalement, on va dire que tu es à la recherche d'une contrainte que tu n'avais pas prévue. C'est un peu ça ta manière de... Exactement, ouais. Ouais. Et en fait, le papier en soi est une contrainte parce que c'est un format qui est léger, qui ne permet pas de mettre beaucoup de couches. Mais du coup, ça oblige justement à travailler très vite et être très efficace très vite et où tu ne peux pas mettre indéfiniment des couches et justement ou des repentirs, etc. Donc, il faut être quand même assez efficace. Et en même temps, je ne sais pas comment je me débrouille pour que je peux quand même alourdir pas mal et ça marche quand même. Miracle. On verra comment ça tient dans le temps. Qu'est-ce que le temps change dans ton travail? Bon, tu l'as un peu abordé avec ton rapport à l'huile, mais aujourd'hui, comment tu entrevois le temps Alors, d'une le temps œuvre? à long terme ou pendant que je peins? Les deux. Quel est ton rapport au temps sur l'ensemble? Moi, je peins en permanence. Je suis très productive, je peins en permanence. Et en effet, ces temps d'attente, ça crée trop de coupures qui peuvent couper dans l'émotion, etc. Donc c'est ça qui me plaît énormément aussi à l'aquarelle, c'est que y a plus ça. Donc en fait, quand j'y vais, c'est jusqu'au bout. Donc ça me plaît. Et je suis je suis quand même assez hyperactive, donc je peux avoir beaucoup d'idées et je veux pas lâcher le morceau, quoi. Est-ce que tu dirais que tu perds la notion du temps? Est-ce que c'est ce que tu recherches? Ah bien sûr. Non mais ça, de toute façon, quand on peint, on sait plus, le temps se dilate complètement. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Et comme j'ai la chance de pouvoir d'avoir mon atelier chez moi, l'acte de peindre, c'est comme manger, dormir, respirer, c'est la même. Je me pose même plus... Avant, je me disais, ah ok, je vais me faire 7 heures, machin. Je me pose même plus cette question-là. Tu démarres et c'est jusqu'au bout. Ah, et puis des fois, ça peut durer 1 heure, hein, c'est tout. Oui. Ça peut être très efficace, ça dépend. Le temps, finalement, du coup, n'est plus une contrainte. Tu ne cherches plus le temps comme une contrainte. Pas du tout, ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, reste de ta main une fois l'œuvre achevée? C'est très philosophique. Mais ça, c'est déjà une réponse. Donc, il y a une épreuve physique, déjà. Tu sais que plus je peins en grand, moins j'ai mal au bras. Je sais pas comment. C'est l'amplitude. Non, mais ça, je pense que c'est logique. C'est l'amplitude. Ouais. Et plus je peins petit, et plus je me fais mal. Ouais. Non, mais j'ai une kiné qui me suit, je te jure. C'est être peintre, mais c'est marrant avec mes copines qui sont peintres. On est tout le temps là. Ah non, ça, je peux pas le portrait. Non, est-ce que tu peux le faire? Ah non, pas mon bras droit, pas ma main droite. C'est comme on disait aussi tout à l'heure, c'est que plus tu passes du temps sans peindre, plus tu vas devoir passer autant de temps de récupération à dérouiller ta main, etc. Et évidemment que plus tu travailles et plus justement
t'as un geste qui se libère et c'est marrant, j'ai vu des vidéos de moi qui peignais. Putain, mais il y a une vitesse, on dirait que c'est accéléré, quoi. Et c'est là que je te dis, l'idée d'accélérer et de perdre le contrôle dans la vitesse, etc., où t'es dans une autre dimension, quoi. T'es en deçà de la réalité, quoi. T'es à côté, dans une autre dimension temporelle, quoi. Et où ouais, c'est ça, où tu perds la maîtrise, mais dans la maîtrise, et tu perds comme il n'y a plus de temps, du coup, tu es dans un geste qui est fort, quoi. Ouais. On revient à la grâce, en fait. Ça, c'est la grâce, mais... Ouais. La fulgurance et la grâce, ouais. Parce que ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, tu parlais donc de la douleur. Donc ça, c'est l'aspect physique. Et ce qui reste de la main, il peut rester la douleur. Est-ce que finalement, ce qui reste, c'est pas la mémoire, en fait? Mais je pense que c'est dans tous les arts. Il y a l'idée d'être vraiment dans le présent quand on peint. Et de l'autre, en fait, chaque geste que tu fais, il faut être là. Et si tu n'es pas là dedans, ça se voit en fait que tu te fais chier. Et ça se voit tout de suite en fait. Où tu es là, oh putain, oh là, non, je vais pas te dire de gros mots, mais voilà, j'ai pas envie de faire ça. Et en fait, on met pas d'attention. Quand on met pas d'attention, ça se ressent tout de suite que c'est quelque chose de laborieux et de désagréable. Alors que la peinture, enfin, il y a quand même une célébration de la jouissance. Et plus tu t'éclates à faire un truc, plus au résultat ça se voit. Et plus les gens ils vont aussi éprouver du plaisir, et plus aussi tu vas être convaincant. Et c'est totalement irrationnel. Parce que quelle que soit l'idée, ce qui compte à la fin, c'est de convaincre. Et c'est ce qui va créer l'unicité de chacun. Tu dirais convaincre? Moi je dirais toucher. Parce que convaincre c'est par l'argument, alors que là il n'y a pas d'argument, il y a presque c'est le next step. Ah. Mais c'est-à-dire que ça crée ton unicité. Ouais. C'est pas parce que j'aime tel peintre ou telle musique qu'il ne faut pas copier. Il faut être soi-même. Et des fois, je vais peindre des trucs où avant, je me serais dit, mais j'aime pas ça. Mais la manière dont moi, je vais y donner du sens, c'est là où moi, je peux faire aimer à quelqu'un quelque chose qu'il n'aimait pas forcément. Dans ce sens-là, convaincre dans ce sens-là. Ouais. Voilà. Et donc, l'idée, au bout du compte, c'est de mettre de l'amour dans chaque trait. Et c'est Keith Jarrett, dans une interview, je ne sais plus laquelle, j'aime, c'est mon pianiste préféré, mais il disait qu'il faut mettre tout le temps, dans chaque note, il faut mettre de la compassion. Et je pense que c'est très bien résumé. Il faut être là et mettre de l'amour, ou comme lui dit, la bonté, de la compassion dans chaque geste, et vraiment être présent. Et sinon, ça se ressent, et là, tout meurt. Tu parles effectivement de compassion, d'amour dans ton travail, dans la main qui achève l'œuvre. Que devient, selon toi, l'art, finalement, dans un monde aujourd'hui où tout peut être généré en quelques secondes? Quand même, l'empirisme, c'est l'art est quand même très interdépendant de l'empirisme, je sais pas, moi je sais que dans mon cas où j'ai une peinture qui est très dramatique, où souvent il s'en dégage beaucoup de tristesse, c'est quasiment un pacte avec le diable, quoi. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir vécu des trucs pour que ça se ressente. Donc, pour moi, c'est comme c'est une non-question. Et je dirais, il y a une époque, moi je me souviens quand j'étais aux Beaux-Arts, donc il y a de ça quand même quelques années, il y avait ce mythe, je ne sais plus quel historien ou critique avait dit la peinture est morte, une connerie absolue. Et donc, mes années aux Beaux-Arts, nous les peintres, on était très très stigmatisés, c'était la honte de peindre. Un vieux truc finalement, mais la peinture est morte, mais pourquoi tu peins? Il faut faire de l'installation super conceptuelle à la Boltanski. Ça faisait chier, en plus c'était chiant à mourir. C'était cossute, etc. La chaise, la photo de la chaise. Je suis désolée pour les peintres conceptuels, mais moi ça m'emmerde. Ouais. Enfin, je m'ennuie et j'aime pas m'ennuyer. Et j'aime ressentir aussi. Et pour moi, l'émotion c'est très important. Et donc il y a eu cette stigmatisation, mais qui a rendu les peintres de ma génération, de l'école de Paris, très forts. Parce que c'était quasiment un acte de résistance. C'est un acte de résistance. Et ça a donné énormément de bons peintres
de peintres même excellents. Et je pense qu'aujourd'hui, l'école française, l'école parisienne est une des meilleures au monde. On a un rayonnement incroyable. Il y a Claire Tabouret, il y a Apollonia Sokol, Nathalie Herbelin, enfin bon, que des meufs d'ailleurs. Bon, il y a aussi plein de mecs, mais ça a donné des peintres très très forts. Et aujourd'hui, il y a eu le Covid, ça a donné naissance à un renouveau, une célébration de la peinture où, bon, d'une part, c'est quand même nous qui portons le marché de l'art contemporain. Il n'y a pas d'économie sans les peintres. Et de l'autre, je pense que les collectionneurs ont éprouvé un véritable besoin de retourner à l'achat, l'acquisition de peinture. Donc il y a eu une espèce d'âge d'or économique pendant les années Covid et le peu d'années qui ont suivi entre le Covid et l'invasion de l'Ukraine. Plus personne ne dit la peinture est morte. Et aujourd'hui, bon, il y a quand même aussi une idiocratie qui se développe et qui fait que malheureusement, maintenant, les gens n'ont plus envie de voir d'art conceptuel. Et maintenant, ça me manque parce que maintenant, je pense qu'on manque beaucoup de réflexion dans notre société aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, enfin, à part dans les écoles d'art, mais qui s'attellent vraiment à lire, je ne sais pas, Foucault ou Deleuze. Mais voilà. Je ne pense pas que l'IA va faire du mal à l'art. Je pense que l'IA est utilisée comme un moyen. Il nous aide aussi. Et c'est marrant parce qu'une fois, j'avais utilisé ChatGPT et il était capable d'analyser mes peintures. Voilà. Et c'était assez étonnant. C'est un outil. C'est un outil, mais ce n'est pas une fin en soi du tout. Puis de là à ce qu'il fabrique un tableau, bon. Non, mais il peut fabriquer, enfin, une fois de plus. Il peut générer des images. Non, mais même si demain, utilisant une machine, la vraie question, effectivement, c'est de dire qu'est-ce qu'une œuvre vivante. Moi, j'appelle ça une œuvre vivante dès lors qu'elle est faite par un être vivant et que j'estime qu'elle a une âme parce qu'elle est peinte par quelqu'un, ou en tout cas fabriqué, parce que pour parler des sculpteurs aussi, mais je veux dire... notre humanité, c'est un peu l'inverse de l'IA, quoi. Quoique, je serais très étonnée de voir des très belles peintures générées par l'IA, enfin des très belles images de peinture. Je serais très étonnée. Ça me fascine, moi, ça me plairait beaucoup. Mais en tout cas, je trouve, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a des artistes intéressants. Parce que c'est l'accident aussi, du coup. C'est l'accident. La seule chose, en tout cas, et c'est pour ça que je suis intéressé d'avoir ton avis, c'est, moi en tout cas, la réponse que j'ai trouvée, c'est de me dire, en fait, une IA, elle n'a pas d'existence. Et comme elle n'a pas d'existence, elle n'a pas de mémoire. Et comme elle n'a pas de mémoire, parce que même la mémoire d'une IA, c'est une mémoire qui est une agrégation de données. C'est du machine learning, ouais. Ouais. Et comme elle n'a pas de mémoire, comme elle n'a pas de vécu de vie, en fait, elle ne peut, de fait, elle ne pourra jamais... C'est de la data. Voilà, c'est ça. C'est à nouveau du rationnel, c'est-à-dire qu'elle ne fait que singer une émotion potentielle qu'un être humain a ressentie, puisque l'IA ne peut pas comprendre l'émotion humaine. Elle peut c'est un des grands mythes de la science-fiction. Hein. Est-ce qu'un jour l'IA va réussir ou pas? Réussir, ça voudrait dire que nous, en tant qu'êtres humains, parce que c'est nous qui décidons à la fin, c'est-à-dire que, comme on dit... Je ne suis pas sûre que ce soit programmé qu'une IA peut se dire ah, je vais merder là, tu vois. Non, mais même le jour où elle sera capable d'être subversive, même au-delà de l'erreur, si on revient à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au marché de l'art, c'est la question, c'est à la fin, qui achète le tableau ou qui achète l'œuvre? C'est un être humain. On n'est pas encore où on se dit c'est les robots qui achètent à des robots. Mais là on tombe. Qui m'achètent des tableaux. Hein. Non, mais c'est pour ça que je te dis, mais ça c'est dans l'autre sens, c'est intéressant. Mais si c'est entre robots, là il n'y a même plus de place pour l'être humain, donc autant disparaître effectivement, autant en tant qu'être humain disparaître. Mais à partir du moment où on est là, quel est l'intérêt pour même pas un collectionneur, quelqu'un d'acheter une œuvre fabriquée par IA? Regarde, il y a eu, et notamment pendant le Covid, il y a eu une espèce d'énorme mouvement qui est mort aussi vite qu'il est né, et Dieu merci. C'est comment ça? Ouais, les NFT. Non, mais oh mon Dieu. Heureusement, les vrais artistes sérieux n'ont jamais fait de NFT. On était là, mais c'est quoi ce truc de baltringue? Le non-viandalisme est né à ce moment-là par rejet. On va revenir au sujet de cette lutte finalement qui est plus la recherche de la contrainte de la lutte. Enfin, l'art pour moi est une lutte, et si tu n'as rien contre quoi lutter, ben, tu tombes dans l'esthétique, ou tu tombes dans quelque chose finalement qui a peu de sens. Donc c'est pour ça qu'effectivement, moi j'estime que l'IA au contraire est une formidable opportunité, tu l'as bien décrit tout à l'heure, pour justement créer
Bien sûr, véritablement. c'est l'acte de résistance, comme l'école de Paris. Et puis, tu sais, au final, moi, je reste très confiante en le snobisme de l'art contemporain. Aussi. Quand on a regardé, et ça a généré Mais c'est du une forme de fric, hein, vanité, c'est notre rapport à la mort aussi. Ça a généré pas mal d'argent, hein, Bien sûr. les NFT. Mais alors, ça n'a même pas fait le début d'un pas dans une galerie sérieuse. Et la Yale, c'est pareil, le milieu de l'art contemporain, on regarde là, enfin, on est là, mais oui, ça me fascine, mais ça nous fait doucement rire. Enfin, c'est du pur snobisme au final. Comment dire, ça. C'est vain en fait. C'est-à-dire qu'il Non, y a un phénomène technologique. Il faut être pertinent dans l'utilisation qu'on fait d'une technique. Oui, mais ça, comme tu dis, ça reste une technique et donc ça peut pas être un phénomène en soi. Non. C'est pas comme un mouvement où tu te dis ah mais là du coup grâce à l'IA on va voir des choses qu'on n'a jamais vues. Ça arrange personne. Puis, ça dépend des disciplines, tu vois. Je pense que dans l'animation. Oui, mais là on sort. Il y a plein de d'œuvres d'art pour moi on sort de l'œuvre générées par des logiciels, etc. Oui, mais on est déjà dans le virtuel. C'est pour ça que je dis on est déjà dans une frontière qui concerne l'IA puisqu'on est déjà dans le virtuel. Bah ensuite, si elle est reliée à une main robotique, moi ça m'intéresserait de voir. Non mais c'est ce que je te dis et je pense il y a déjà des artistes qui travaillent sur ces concepts-là. Tu as même des drones pour peindre sur des murs. Ah génial, moi je trouve ça cool. Ça c'est pareil, c'est cool, mais pour moi pareil, c'est de l'ordre, ça a sa place à un moment donné, puisque dans l'époque, je trouve que pour faire réfléchir l'homme, c'est intéressant de le confronter à ces problématiques technologiques. Mais ça ne peut pas être l'œuvre d'une vie. Une fois que tu as vu le robot faire 3 graffitis, ça raconte plus rien. Enfin, le robot, il n'a pas défié la police en tant que personne, tu vois. Dans l'art, il n'y a pas de règles. Ouais. Et c'est ça que je te dis, il faut juste que tu sois convaincant. Si toi, tu y crois et que tu vas jusqu'au bout, il y a peut-être un taré qui va passer toute sa vie à faire que ça. Parce que c'est très obsessionnel. Là, on peut le caractériser de taré, on est d'accord. Quand tu as un projet, c'est très obsessionnel. Tu sais, moi, au final, mes compositions, j'en ai peut-être 5 ou 6 que je vais répéter inlassablement toute ma vie. Et à chaque fois, je me dis, oh là, j'ai une idée. Oh, alors, tu vois, il va y avoir des mottes de terre, 3 herbes, une flaque, bam, bam. Génial. Un horizon loin, très loin. Puis je le peins. Puis là, je regarde, je fais, ah non, mais c'est pas vrai. J'ai déjà fait la même chose, mais autrement, il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 10 ans. C'est obsessionnel. Ouais, mais du coup, tu rejoins l'idée, finalement. Toi, on va dire que tu as ceux qui diraient l'œuvre vivante, c'est forcément la main. Là, s'il n'y a pas la main, par contre, il y a l'être derrière. C'est-à-dire que quand tu parles d'obsession, finalement, c'est relatif à l'existence, la vie de quelqu'un. C'est-à-dire qu'une œuvre vivante, elle ne peut pas être 100% générée virtuellement, parce que s'il n'y a pas une existence derrière… Elle peut être tout à fait virtuelle. Il n'y a pas de règle. Mais comment elle est vivante alors? Par exemple, Beeple Crab, je ne sais pas si tu vois, je te montrerai. Oui, mais là, il y a un être humain derrière. Ah oui, oui, oui. C'est ça que je te disais, c'est qu'en fait, même s'il n'y a pas la main au sens littéral sur l'objet, c'est-à-dire sur la projection, que ce soit de la peinture ou autre… C'est inhérent à l'humanité, ouais, bien sûr. Enfin, c'est ce que je pense. Je suis peut-être une grande romantique, mais c'est ce que je pense. Ensuite, le jour où l'AI sera capable de créer une œuvre d'art avec de l'émotion, qui soit plus que les textes qui nous génèrent, l'espèce de vieux poème de ChatGPT. Ça dépend. Parfois justement, on est surpris. Et ben justement, je vais demander de composer des poèmes, etc. Ouais. Voilà. Moi, je le trouve bon pour expliquer, pour verbaliser des idées. Oui. C'est plus rationnel comme l'adéquation. C'est plus rationnel. Mais dès qu'il tombe dans le poème, oh là là, c'est là qu'on voit que c'est vide. Ouais, bah oui. C'est là qu'on voit que c'est très vide. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de vécu. Il ne fait qu'essayer de ressembler. Une espèce de romantisme, d'émotion qu'il n'est pas capable de ressentir. Donc, du coup, c'est vide en fait. Ouais. C'est pour ça qu'il est plutôt bon en marketing, mais effectivement, en art, il y a encore du boulot. Mais le jour où il y arrive, je serais très étonnée. Hein. Et j'adore, hein, je peux dire, tu peux me composer un poème, inspire-toi de Rimbaud, ce sera ça le sujet. Ah non, ça, waouh. À part les étoiles dans tes yeux, il va avoir du mal à nous trouver des belles métaphores, quoi. Il y a encore du boulot. Donc si on doit parler d'aura dans l'art contemporain aujourd'hui, tu dirais que finalement, c'est ceux qui résistent aujourd'hui, qui ont de l'aura dans l'art contemporain. Bien sûr, et de toute façon, être artiste, c'est un acte de résistance envers soi-même déjà. Il y en a, tu sais, moi je vais dire de ma génération aux Beaux-Arts de Paris,
combien aujourd'hui continuent encore leur carrière après 15 ans ou une petite quinzaine d'années? Il n'en reste pas beaucoup. Donc le seul fait même de continuer, d'être capable d'aller jusqu'au bout toute sa vie, c'est déjà un acte de résistance. Il faut avoir une mentalité quand même assez... parce que c'est dur, parce que ça demande énormément de travail, ça demande d'y croire, et en fait ça demande de ne pas avoir le choix. Et que tu le fais d'abord parce que tu n'as pas le choix, et que tu ne peux pas faire autrement que de faire ce pourquoi tu es fait. Et il faut que le public et l'acheteur au bout pour te permettre de continuer. Exactement, exactement. Et donc ça demande beaucoup de travail. Et il y a des gens qui vont dire que c'est pas vrai, que c'est pas la qualité de l'œuvre, mais moi j'y crois quand même. Moi je pense qu'en effet, quand l'œuvre elle est bonne et elle n'est pas négociable. Comment tu vois ton rôle à travers Viandalisme? Parce que déjà j'aime bien le titre, parce que t'es mon pote aussi, j'ai envie de t'aider. Non, je plaisante. Non, déjà j'aime ce qui est subversif. J'aime les beaux projets qui sont pleins d'enthousiasme, d'entrain. J'aime l'idée d'aller tout saccager. C'est un peu la démarche qui me conduit aussi dans la peinture. Quand je pense que j'ai une peinture qui peut... et qui tend vers le vandalisme. Et c'est ça le geste aussi. Le geste, il y a quelque chose de l'ordre du vandalisme, parce que le dérapage, c'est ça. Et il faut que ce soit subversif et il faut se dire, allez hop, je vais le foutre en l'air et c'est là que ça va être beau en fait. C'est là que la vie qui en naît fait, de c'est ça. ce qu'on appelle désacraliser. Et pour faire une œuvre d'art, il faut être capable de la désacraliser et de la réduire à son plus minimum intérêt, lui mettre une grosse claque, quoi, et lui dire... parce que si on s'attache trop à sa dimension sacrée, ça bloque pour continuer à aller plus loin. C'est ça. Donc, il faut être capable de la détruire s'il le faut. Et d'ailleurs, je ne sais plus quel peintre, je crois que c'était Hockney, et il était prof aux Beaux-Arts, je ne sais plus quelle école d'art en Angleterre, et il a demandé à tous ses élèves de... Alors, je ne sais pas si c'est un mythe ou pas, hein, ça se trouve, mais c'est ce qui se racontait aux Beaux-Arts de Paris à l'époque. Il a demandé à tous ses élèves de choisir leur meilleure peinture. Ils ont pris la meilleure, puis ils les ont emmenés jusque sur un pont, sur la Tamise. Il leur a dit, allez-y, vous la jetez dans la flotte. Je fais pardon, il y a l'idée d'abandonner, donc de désacraliser. Et le vandalisme, c'est ça aussi. C'est-à-dire que un artiste qui veut aller loin, il est capable de donner une grosse baffe à son œuvre pour aller toujours plus loin, et non pas à mettre de la peur et se dire « Ah non, oula, je me suis trop embêté à faire ça, je le garde. Ouais, » Ça, c'est vraiment une règle qu'il faut éviter. Si ça a été trop chiant à faire, déjà, c'est pas bon. Ouais. Et de l'autre, si on le garde parce qu'on a fourni un effort qu'on ne veut plus fournir, ou on se dit qu'on ne sera plus jamais capable de le faire, ça va pas. Donc, sauf des moments de grâce où on ne sait pas ce qu'on a fait. Là, j'avoue, c'est déjà du vandalisme. Mais c'est être capable d'abandonner, de lâcher prise. Et c'est ça qui me plaît dans l'idée. Voilà. Et c'est pour ça aussi que j'aime les graffeurs. Et c'est surtout pour ça que de base, ce que j'aime encore plus, c'est l'idée d'écrire sur un mur, parce que c'est un acte politique, c'est un acte de résistance. Moi, je l'ai fait à Moscou quand la guerre a commencé, j'ai eu un peu peur. C'était pas bien. Mais j'ai eu très peur de me faire arrêter d'ailleurs. Oui, mais c'est le principe de cet acte-là. Parce que c'est l'écriture, parce que la peinture et le dessin, c'est l'écriture, c'est un acte politique. Un acte transgressif. Et c'est la transgression, exactement. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup la transgression. Et ça reste une transgression, comment dirais-je, moi c'est ça que je trouve romantique, mais je veux dire, c'est de la transgression qui est, c'est doux. C'est-à-dire que ce ne sont d'ailleurs c'est que de la peinture. Il n'y a pas de volonté de faire du mal. Exactement. C'est la bonté. Ouais. C'est la bonté et j'aime la transgression et j'aime pas qu'une œuvre soit trop sage non plus. Donc elle est pas sage, mais en même temps il y a pas de gun quoi. C'est ça exactement. Est-ce que tu aurais une phrase ou parce que tu parlais d'Hockney ou peut-être d'une phrase qui te vient à l'esprit pour conclure?
Alors, j'ai une très belle phrase. Je crois que c'est Robert Chiou qui avait dit que l'art... est-ce que c'est lui? Bon, à vérifier. Hein. L'art est la seule chose qui rend la vie plus intéressante que l'art. C'est mignon. Franchement, bien joué. On va rester là-dessus. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt.